Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous sommes tous dotés de l'intuition. Malgré tous les signaux qu'elle peut nous envoyer, nous ne l'écoutons pas toujours, notamment lors de nos prises de décision. Et si l'intuition était bien plus qu'une boussole pour s'orienter dans la vie ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomasella, psychanalyste, docteur en psychopathologie, créateur du Centre d'études et de recherche en psychanalyse et chercheur en psychologie. Il vient de publier son nouvel ouvrage « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition », paru aux éditions Larousse. Véritable voyage aux frontières de la conscience, cet ouvrage enquête sur les pouvoirs de l'intuition comme levier de guérison. Bonjour Saverio, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, ravie de te retrouver. Moi aussi, je suis vraiment ravie de te retrouver au sein du podcast Il y avait une fois. D'ailleurs, au passage, j'en profite, maintenant il a 2 ans. C'est vrai, déjà. Félicitations. Merci. Alors, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, que signifie l'intuition ? L'intuition, ça vient d'un mot latin, tuition, qui veut dire l'enseignement. L'enseignement, l'information, à l'intérieur. Donc, c'est un enseignement intérieur. Et je crois que de repartir de cette simple étymologie, de la définition la plus basique, la plus fondamentale, c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre à quel point notre intuition nous apporte un enseignement intérieur pour nous-mêmes. Et sinon, on parle de sixième sens. Alors, moi, je dirais même que c'est le septième sens parce que en plus des 5 sens habituels, il y a la kinesthésie, qui est le sens de l'équilibre, le sens du mouvement, comment on se sent dans son corps. Et le septième sens, c'est bien d'ailleurs parce que ça fait penser au 7e art, au cinéma, que j'adore. Le septième sens serait l'intuition, c'est-à-dire comment, à travers les 6 premiers sens, et même on le verra dans ce podcast, au-delà peut-être de notre sensorialité, comment nous recevons ou nous percevons des informations qui sont importantes et qui sont utiles pour nous. Donc ce serait ça l'intuition, comme une petite voix, comme des signaux, tout ce qui est, on en parlait off avant l'enregistrement, tout ce qui est subtil, nuancé, sous forme de vibration, qui vient nous donner vraiment un sentiment que c'est juste ou que ce n'est pas juste pour nous. Exactement. Et justement, comment se manifeste-t-elle concrètement ? Alors c'est ça qui est très intéressant et à la fois pour écrire le livre, j'ai fait une enquête à laquelle tu as eu la gentillesse de participer, merci Sophie, et une enquête auprès de personnes sensibles, c'est-à-dire de personnes qui sont à l'écoute de leur sensibilité. Et aussi, je suis allé chercher dans différentes langues, surtout en français et en anglais, ce qu'on disait sur l'intuition. Alors, ça se manifeste de façon très très variée, le plus souvent dans le corps, par le biais de sensations agréables ou désagréables, agréables quand c'est juste pour nous et désagréables quand ça n'est pas juste pour nous, sachant que ces sensations peuvent être très furtives, elles peuvent ne pas durer longtemps, ou alors, si on n'écoute pas une intuition pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, alors là, le corps va se mettre à crier, va se mettre à dire des choses très fortes. Peut-être que tu pourras nous donner un exemple. Mais sinon, en dehors de ces sensations et du corps, il peut y avoir des visions, un flash, quoi, des rêves, des cauchemars, des impressions liées à des lieux, à des personnes, par exemple une impression de malaise qu'on a du mal à situer dans le corps, mais on sent bien quelque chose qui va pas. Ou alors entre 2 personnes, ou quand on arrive vers une personne, on sent une espèce de brouillage, comme s'il y avait un parasitage sur Internet ou à la télévision ou à la radio, quelque chose qui nous dit non, ça ne va pas, ou alors une pesanteur.
où on se sent tout d'un coup écrasé par quelque chose, une suffocation, même très très légère, hein. Tout ça sont des signes que quelque chose ne va pas, ou au contraire, quand ça va bien, une dilatation, une euphorie, une lumière plus grande, ou une vision un peu plus large, tout d'un coup, hop, ça s'éclaire ou ça s'élargit, mais on n'a rien fait pour. C'est que finalement, notre système nerveux, de façon très subtile et très fine, s'ajuste à une réalité qui est peut-être plus subtile ou plus fondamentale, plus essentielle. Voilà. L'intuition est toujours liée à l'essentiel pour nous, et cet essentiel est vital. Même si ce sont de tout petites choses, mais c'est un essentiel qui est vital pour nous. Et je rebondirais sur quelque chose de très juste, qui est important de rappeler, ça ne se maîtrise pas. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme tu disais, ça vient, mais en fait, ça ne se contrôle pas. C'est là, en fait. Exactement, c'est là, même si c'est très rapide, même si c'est très bref, c'est là et nous n'avons rien fait pour. Nous ne pouvons pas contrôler et maîtriser l'intuition et les messages, les informations qui nous arrivent de cette façon-là. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est vrai. Parce que Mm. si je commence à vouloir, par ma volonté, ma logique, etc., contrôler la situation, eh bien, je construis déjà quelque chose de mental où je vais me raconter une histoire qui est peut-être une bonne histoire ou une belle histoire, c'est pas ça la question, mais ça n'est plus de l'intuition. Et tu vois, ce qui me vient, alors, du coup, je te le partage, c'est cette notion qu'on entend souvent dans la spiritualité, tu sais, quand les choses sont bonnes, ça s'ouvre, quand les choses, au contraire, ne sont pas bonnes pour nous, ça se ferme. Mais il y a effectivement du très juste, totalement. Mais il y a aussi des fois, on se raconte des histoires. Et selon l'histoire qu'on se raconte, bah, en fait, on va interpréter. Alors que justement, la force de l'intuition, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris au cours des dernières années, et elle s'est vraiment développée ces derniers mois. En fait, tu as, comme tu dis, les sensations et le fait d'apprendre à revenir à son corps, mais du coup d'apprivoiser aussi notre sensibilité, parce que c'est grâce à notre Mmh. sensibilité justement qu'on y a accès. Mmh. Ben, justement, là, tu touches vraiment à des choses où parfois ça te donne des indications. C'est pas forcément, j'allais dire, ça va pas forcément conforter dans l'histoire que tu te racontes. Du coup, tu peux être tiraillé. Exactement, et ça, c'est très important parce que l'intuition est toujours, à chaque fois, une surprise. Ouais. Si j'attends ou que je pousse pour avoir un signe, ou que j'interprète ou même surinterprète parce que je veux absolument avoir ce signe, parce que ça correspond à mes fantasmes, à mes croyances, ou au discours des, des maîtres spirituels, femmes et hommes, ou au discours ambiant. Si je fais quelque chose, ça n'est plus de l'intuition. L'intuition est une surprise, elle va m'étonner, et comme tu le dis très justement, elle peut même détonner un peu. Mm. Elle peut être dans une espèce de décalage qui vient justement me révéler le réel. Alors que nous avons tendance, toutes et tous, c'est comme ça, hein, à être plutôt dans l'illusion, plutôt dans des récits qu'on se fait. Ben voilà, c'est comme ça, c'est de la culture. Mm. Euh, et aussi, ça nous aide à tenir ou à nous Ouais. motiver. Et voilà, on se raconte beaucoup de choses, mais l'intuition, elle va être en dehors de ce champ-là. Elle est hors du mental. Et c'est vrai que pour faire juste partager ce qu'on disait en off justement, et quelque chose qui s'est développé ces derniers mois, quand j'ai participé à ton enquête, je disais justement que j'avais des micro-vibrations quand c'était juste, et ça venait comme ça en fait. Je pensais à quelque chose sans même que je me pose la question est-ce que c'est bon, pas bon. En fait, j'avais la confirmation. C'est comme si j'appuyais sur un beeper qui faisait mais c'est très, très, très subtil. Et c'est vrai que c'est marrant parce que, justement, quand je suis beaucoup dans mon mental, je ne l'entends absolument pas. Et c'est vrai que maintenant, j'ai pris l'habitude d'écouter, en fait, parce que c'est très, très rapide, mais hyper riche, en fait, en termes d'informations. Et ça m'est déjà arrivé aussi, parce que moi aussi, je me raconte des histoires comme tout le monde, en fait, je dis, tiens, ça m'ennuie parce que ça ne confirme pas forcément ce que j'aurais voulu entendre. J'allais dire de moi-même, quoi. Oui, voilà. Et c'est là que l'intuition est pleine de sagesse. C'est Mm. qu'en fait, chaque intuition veut notre bien ou le bien de nos proches quand on a des intuitions sur nos proches. Mais ça ne va pas dans le sens de ce qu'on voudrait forcément, ou de ce qui est le plus confortable, ou de ce qui est le plus facile, ou de ce qui est le plus immédiat. L'intuition, elle va créer son propre chemin, ou elle va créer un propre chemin d'évolution pour nous, qui peut être plus ardu, ou plus inattendu,
en dehors des standards de toute façon. L'intuition, elle va pas correspondre au mainstream, à ce courant principal de la culture médiatique, des réseaux sociaux, etc. Totalement. C'est pas forcément un contre-courant, encore que ça peut l'être, mais il y a une disparité, il y a une singularité dans l'intuition, il y a quelque chose d'unique. Exactement. Simplement dire que tout le monde a de l'intuition, c'est assez important de le souligner. Tout le monde a de l'intuition. Ce que nous pouvons faire, c'est développer notre capacité à accueillir, à recevoir, à reconnaître, à entendre, à tenir compte de nos intuitions. Ça, oui. Mmh. Ouais, et à tenir compte parce que c'est ça, c'est ce qui me venait aussi dans notre échange, c'est cette écoute, en fait. On Ça s'apprend, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que Mmh. j'ai vécu. Après, ça reste personnel, mais j'ai toujours été très intuitive. Mais pendant très, 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 très longtemps, je n'ai pas écouté ou je l'écoutais, mais quand ça m'arrangeait. Et du coup, bah, enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Je me suis détachée de ça, en fait. C'était comme si elle était à côté de moi, mais pas en moi. Et Voilà. j'ai réappris ces dernières années enfin, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais à travailler avec, entre guillemets, mais qu'on se soutienne mutuellement, on dirait une part. Oui, Mais tu vois, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Et oui, c'est une coopération, c'est exactement, voilà, c'est hein, ça, une effectivement, on est coopération. avec nos intuitions, on chemine avec nos intuitions, on œuvre avec nos intuitions. Ouais, exactement. Et justement, selon toi, y a-t-il un lien entre intuition et médiumnité? Alors, c'est une question intéressante qu'on s'était d'ailleurs posée, toi et moi, au moment de l'enquête, et je suis content que tu me reposes cette question maintenant. Euh, Moi qui suis très à l'écoute du corps dans mon métier de psychanalyste et psychothérapeute, mais aussi pour moi dans ma vie, peut-être parce que je suis issu d'une culture très intellectuelle, de famille très intellectuelle, où il n'y avait pas beaucoup de place pour le corps. Pendant longtemps, j'ai cru que l'intuition ne se manifestait que dans le corps sous forme de sensations, même très très fines et subtiles. Et puis, grâce à cette enquête, je me suis rendu compte qu'il y a aussi des intuitions extrasensorielles. Et souvent, pas seulement, mais et souvent, ces intuitions extrasensorielles vont permettre une ouverture à des dimensions hors de l'espace-temps. Alors, il y a des chercheurs maintenant, anglo-saxons notamment, qui consacrent leur recherche à ça, hein, et qui parlent de délocalisation, de conscience délocalisée, et qui font qu'effectivement, chacune et chacun de nous peut avoir des informations sur nous-mêmes dans le passé ou dans le futur, ou sur quelqu'un d'autre dans le passé ou dans le futur, et même entrer en contact avec des personnes qui sont défuntes. Alors, Mmh. soit des énergies, soit des vibrations, suivant ce qu'on croit, soit l'âme de ces personnes, mais en tout cas, on peut entrer en contact avec des formes d'énergie et de conscience très différentes. Et ça, oui, c'est de la médiumnité. Et c'est lié à l'intuition, c'est une des facettes de l'intuition, euh, qui est encore moins développée que l'intuition plus habituelle dans le corps et à partir des sensations, parce elle paraît proprement irrationnelle et que donc elle peut faire peur. Euh, voilà, faire peur parce on maîtrise pas les informations qu'on va recevoir. Mais j'ai regardé au moment où j'écrivais le livre et où je faisais l'enquête, un très beau documentaire sur le collège Arthur Finlay en Grande-Bretagne, qui est un collège internationalement reconnu qui forme des médiums. Et la formation est sérieuse, elle est rigoureuse, elle est humaine, elle est vraiment euh, posée les pieds sur terre. Enfin, ce sont pas des gens perchés. Mmh. Et c'était très intéressant de voir il y avait notamment un groupe de Français qui étaient allés se former dans ce documentaire, de voir comment des personnes qui étaient plutôt dans la finance, les mathématiques, femmes ou hommes, ou d'autres personnes qui étaient thérapeutes mais qui n'avaient pas encore cette capacité à s'ouvrir à la médiumnité, au fur et à mesure de leurs 6 années de formation, c'est une formation qui est très longue, développer des capacités tout à fait étonnantes qui est finalement leur paraissait évidente. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui parfois disent des choses surprenantes, on ne veut pas les entendre parce que ça paraît pas très rationnel, mais en fait, c'est une façon de retrouver notre grande ouverture de cœur, d'esprit et d'accueil que nous avons quand nous sommes des petits-enfants. Et dans ton nouvel ouvrage, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition, qui vient de paraître aux éditions Larousse,
tu as mené justement une enquête sur la puissance de l'intuition comme levier de guérison. Quelle est la genèse de tes investigations? Alors, elle est multiple. Déjà, l'intuition me passionne depuis très longtemps et je voulais vraiment y consacrer un jour une recherche pour la réhabiliter dans la culture française, je sais même pas si c'est francophone, je dirais française, qui est une culture très cartésienne, enfin peut-être pas au bon sens du terme, mais en tout cas une culture très rationnelle et très matérialiste finalement, qui est devenue très matérialiste, mais ça, c'est pas que la culture française, c'est un peu tout l'Occident. Donc, je voulais vraiment réhabiliter l'intuition et je me suis posé beaucoup de questions. J'ai regardé des documentaires, j'ai lu des articles ou des interviews de chercheurs anglo-saxons. Et dans le même temps, il y a eu la pandémie. Il y a eu la crise de la Covid, il y a eu toutes sortes d'informations qu'on recevait si on essayait de ne pas être uniquement avec les informations des médias qui sont dominés par le monde industriel et le monde politique, et donc orientés, si ce n'est canalisés, voire parfois un peu bâillonnés et censurés. Et le fait de m'informer un peu tout azimut sur la santé, sur la guérison, j'avais déjà lu avant la pandémie un livre très intéressant d'un Canadien qui est épidémiologue, c'est-à-dire quelqu'un qui justement fait des recherches sur la santé, sur la guérison, et le titre de son livre est évocateur parce il dit Docteur Vous. Donc déjà, j'étais dans cette recherche sur les capacités d'auto-guérison. Mais avec la pandémie, les informations contradictoires qu'on recevait quand on restait ouvert à toutes les informations qu'on pouvait recueillir, plus le fait que moi-même j'ai été malade et que j'ai eu une Covid longue ou un Covid long, je sais pas comment on dit. Euh, donc j'ai beaucoup cherché et ça s'est croisé à un moment. C'est-à-dire que tous les documentaires que je regardais en anglais, ce que je lisais, les livres en français ou en anglais, etc., les interviews que je lisais, tout ça se croisait vers une même chose, qui est que nous avons toutes et tous des capacités d'auto-guérison, que ces capacités d'auto-guérison sont liées aussi à d'autres capacités que nous avons qui sont des capacités d'élargir notre conscience. Et en même temps que je cheminais vers l'intuition ou à l'intérieur de l'intuition, je me rendais compte que plus notre conscience est ouverte et élargie, plus nous nous ouvrons aussi à l'intuition. Ce qui fait que naturellement, c'est comme deux rivières qui convergent pour faire un même fleuve. Naturellement, j'ai été à ce confluent de recherche dans deux directions qui convergeaient toutes vers la conscience élargie, les questions d'énergie et de vibration et l'intuition. Donc, je me suis dit, je vais écrire quelque chose là-dessus parce que ça me semble vraiment important qu'au lieu de toujours faire des petites cases, l'intuition d'un côté bien loin de la conscience élargie, de l'autre et bien loin des capacités d'auto-guérison encore à un autre endroit. Non, tout ça c'est lié. C'est lié en nous, dans la nature, chez les animaux, chez les végétaux. Et ça m'a semblé important de le dire et de le prouver par toutes sortes d'études et à travers l'enquête qui a été réalisée. Et je suis d'ailleurs très heureuse qu'on puisse en parler au sein du podcast parce que justement, je trouve ton approche originale qui change de ce qui se lit et de ce qui se voit sur l'intuition, qui sont finalement un peu surtout en plus en ce moment, je trouve que c'est devenu, il y a des choses qui sont devenues à la mode, entre guillemets. À un moment donné, c'était l'hypersensibilité, même si je sais que tu utilises le terme haute sensibilité, mais en tout cas, c'était voilà, un peu devenu le terme à la mode. Après, il y a eu les HPI, le terme à la mode, et l'intuition aussi. Il y a eu pas mal d'ouvrages sur ce sujet. Et justement, je me suis dit, la manière, l'angle en fait, que tu as utilisé, je la trouve vraiment très pertinente et très, enfin voilà, moi, tu vois, j'allais dire, ça attise une grande curiosité, tu vois, à l'intérieur de moi. Je me dis, tiens, un angle intéressant parce qu'aussi original. On a moins l'habitude d'en entendre parler. Oui, c'est très important ce que tu dis, notamment par rapport aux modes et ces trois grandes modes là qui nous ont un peu fatigués. Parce que même si au départ l'intention est intéressante, les propos comment dire, nous apportent des informations qui peuvent nous aider, la surutilisation médiatique, la surutilisation mercantile aussi de ces termes pour essayer
d'avoir plus de notoriété, plus de visibilité, plus d'argent, tout simplement, hein, que ce soit les coachs ou les éditeurs ou les magazines, la presse, etc. C'est saoulant parce que on essaye de bien faire en parlant de sensibilité, de, de haut potentiel ou même d'intuition, en restant avec des termes simples, humains, en disant ce qui se passe dans la réalité. Puis tout d'un coup, quand ça devient à la mode, c'est repris de façon qui est caricaturale, qui est restrictive, restreinte, qui est même agaçante à force. Et donc c'est vrai que pour l'intuition, moi je me suis beaucoup ennuyé en lisant les livres dédiés à l'intuition. Euh, je me suis dit qu'il y avait certainement d'autres choses et que je voulais euh, chercher dans le réel. C'est pour ça que j'ai fait cette enquête et que je suis allé voir ce qui se passait un peu partout par rapport à l'intuition, et j'ai eu de très très belles surprises. Alors tu emploies un mot qui est fondamental parce que c'est aussi une ouverture et une action. La curiosité. Je pense que ça c'est fondamental. De rester dans cette espèce d'enthousiasme, d'émerveillement et d'ouverture qu'est la curiosité dans la réalité, et qui va permettre justement de ne pas tomber dans dans ces surutilisations superficielles et sans intérêt d'un mot, d'un concept ou d'une idée. La curiosité, elle nous maintient en alerte. Elle nous maintient justement dans cette capacité à accueillir nos intuitions, même si elles sont dissonantes, même si elles nous étonnent, même si elles nous dérangent, qu'elles ne correspondent pas à ce que nous attendions. Oui, tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Et je voulais juste préciser, enfin, il y a quelque chose aussi que je voulais partager avec toi, c'est que tu vois, dans la généralisation de tous ces termes, le problème, moi, ce qui me dérange aussi un petit peu, c'est qu'en fait, on a tendance à, comme je dis, généraliser. Donc, du coup, on a des biais cognitifs qui font qu'on va se reconnaître dans quelque chose alors que ça ne nous concerne pas forcément. Et du coup, ça va minimiser, entre guillemets, ce que les personnes vraiment concernées, sans être dans les cases et tout, parce que j'aime pas du tout étiqueter, je veux exclure personne, mais c'est quand même ça, ça minimise ce qu'on peut vivre en fait. Et du coup, je sais pas, tu vois, je trouve que ça peut valoriser, entre guillemets, si on peut dire valoriser des gens qui se croient être, et ça peut dévaloriser des gens qui le sont vraiment et qui sont en souffrance. Et là, ça me dérange parce que justement, ces personnes-là sont en souffrance. Oui, tu as tout à fait raison et c'est important de le souligner. Je crois qu'aujourd'hui, d'autant plus avec toutes ces crises, y compris la guerre, hein, et la crise énergétique et climatique qu'on vit. Mais de toute façon, ces dernières années, tout ça nous appelle à être d'un grand courage dans le discernement de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est abusif et de ce qui est respectueux, de ce qui est honnête, de ce qui ne l'est pas, pour que justement dans des podcasts, des réunions, des rencontres, des livres ou autres, c'est-à-dire chaque fois que une personne ou plusieurs personnes prennent la parole, c'est toujours mieux quand il y a plusieurs personnes qui prennent la parole parce qu'au moins c'est plus riche et puis qu'ensemble on est plus intelligent, mais qu'on puisse précisément être en dehors de ces généralisations, en dehors de cette création artificielle de biais cognitifs où les gens vont se reconnaître dans des choses qui sont pas forcément bien décrites ou qui sont utilisées pour se mettre en valeur, là où tout être humain a une sensibilité, tout être humain a des dons, tout être humain a de l'intuition, et nous pouvons ensemble coopérer pour développer notre sensibilité, développer nos dons, développer notre intuition. Et c'est tellement mieux quand on aborde ces thèmes-là de cette façon ouverte, généreuse, solidaire, créative, voilà, avec beaucoup d'optimisme. Totalement d'accord avec toi. Et justement, dans le cadre de ces enquêtes, qu'as-tu découvert? Alors, j'ai découvert déjà ce que je t'ai décrit, cette correspondance très passionnante et à mon avis infinie. C'est ça qui fait que j'espère que cette approche ne va pas être enfermée dans des cases. Cette correspondance fabuleuse, passionnante et infinie de l'intuition, la conscience élargie et les capacités d'auto-guérison. Ça, maintenant, pour moi, c'est un fait réel. Nous avons tout ça en nous. Une capacité à ouvrir notre cœur et notre conscience, une capacité à nous mettre à l'écoute de nos intuitions et de celles des autres. Parfois, quelqu'un nous dit quelque chose, et si c'est un ami, quelqu'un de suffisamment proche, on peut dire, ouais, tu sais, là, tu as dit quelque chose sur un ressenti qui me semblait pour toi une intuition ou une piste à creuser.
et surtout que nous avons de formidables capacités d'auto-guérison. Ce qui nous rend à la fois notre liberté et notre responsabilité d'humain face à notre santé. C'est-à-dire que je peux, grâce à mon intuition, à une conscience ouverte et élargie, et surtout la conscience de mes capacités d'auto-guérison, je peux aller face à un médecin ou un ostéopathe ou un naturopathe, enfin tout type de soignant, même un psy ou un coach, etc. Je peux y aller avec cette assurance légitime, tranquille, que je suis le premier, où on est, chacun est la première ou le premier concerné par notre corps et notre santé et par nos ressentis. Et que face à nous, ça c'est une Américaine que je cite dans le livre qui le dit, elle est psychiatre et naturopathe. Elle s'est soignée seule d'une maladie de la thyroïde qui était jugée incurable par la médecine traditionnelle. Ses parents sont médecins, elle a fait des études de médecine et c'est elle qui le dit. Nous devons être des patients évolués, intelligents, qui mettent le médecin ou le soignant face à lui-même et à ce que nous lui disons, en disant prenez-moi au sérieux. Je ne veux pas être dans une position infantile où vous savez tout, moi je ne sais rien. Je vous apporte mon savoir sur moi-même à partir de mes intuitions, de mes sensations, mes émotions et mon désir de guérir. Et vous m'apportez votre expérience de soignant dans tel domaine et croisons-nous, rencontrons-nous avec ces deux expériences, ces deux savoirs, ces connaissances qui vont nous permettre ensemble de déterminer le meilleur traitement pour moi. Et nous verrons dans 2-3 mois si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, nous verrons encore ensemble, de façon créative, co-créative, comment faire évoluer ce traitement. Et je trouve ça tellement rassurant, dans différentes langues et différents pays, de voir tant de personnes qui expliquent que cette médecine-là, ce processus de traitement et de guérison est possible avec de merveilleuses histoires de guérison. Et il y a une autre jeune américaine qui a fait sa thèse sur plus de 100 cas dans le monde de rémission spontanée de maladies incurables, et notamment de cancer au dernier stade ou vraiment très avancé. Et donc, je cite dans le livre, je ne connais pas de mémoire, mais je cite dans le livre les 10 caractéristiques qu'elles ont retrouvées, l'une et l'autre, ces deux chercheuses, chez les personnes qui ont guéri spontanément. Alors, quand on dit spontanément, ça paraît un peu rapide, hein, miraculeux. Voilà, miraculeux. Ouais. Encore pourquoi pas, on peut parler de miracle aussi, voilà. Mais ça prend du temps, ça a duré plusieurs semaines pour certains, plusieurs mois pour d'autres. En tout cas, il y a toujours ce retour à soi-même de personnes qui, très malades et condamnées par la médecine officielle, disent, eh bien, c'est moi, c'est ma vie, c'est mon corps. À partir de maintenant, je décide pour moi ce qui est bon pour moi. Avec généralement un changement d'alimentation, changement d'hygiène de vie, changement d'activité, enfin énormément de changements qui font que la personne en plus se retrouve. Certaines croyant en mourir dans les mois qui viennent se disent de toute façon, puisque je vais mourir dans 3 mois, autant vivre exactement ce que je veux vivre, et finalement elles ne meurent pas, elles guérissent. Et d'autres qui se disent c'est le moment de peut-être je vais guérir, et puis c'est aussi le moment de faire le métier que j'aime, de peut-être faire un voyage que je voulais faire, de pratiquer l'art ou le sport que je n'ai jamais pratiqué parce que je n'ai pas osé, etc. Et je rebondirais sur quelque chose. Alors, ça ne concerne pas la santé, mais ce côté, parce que je l'ai vécu en tant qu'avocate, où justement, quand tu as un métier titré, donc que ce soit médecin, avocat, juge, peu importe, en fait, on a cette tendance, comme tu dis, à s'infantiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on se met en dessous. Et justement, moi, quand je me suis formée à la médiation professionnelle, c'était justement pour ça, pour que justement aider les gens à redevenir acteurs. Parce que, en fait, ce que tu décris, moi, je l'ai vécu j'allais dire dans des affaires
plus non émotionnel. Enfin voilà, ça touchait pas la santé, mais bon, ça peut quand même être préoccupant d'un point de vue mental parce que c'est quand même une charge quand on est en conflit, etc. Et justement, tu vois, je voulais justement transmettre ça, dire aux gens en fait, au lieu de se soumettre finalement à l'expertise d'un avocat. Après, il y a des fois, c'est nécessaire, mais il y a des fois, il y a aussi beaucoup d'émotionnels qui font se dire, bah, je donne voilà l'affaire à l'avocat, il se débrouille, puis après je soumets l'affaire au juge. Et le problème, le juge, bah, il décide pour nous en fait finalement, et on n'a pas la main. Et justement, moi, la médiation, ce qui me plaisait, c'était ça, c'est de dire, bah, en fait, vous allez je vais vous donner voilà je vais dire des outils pour redevenir acteur de la situation et justement pour que vous pouviez trouver un accord avec l'autre personne. Et du coup, on ne se soumet plus à une personne extérieure, mais on redevient acteur. Et finalement, c'est exactement ce que tu décris face au médecin, parce que c'est la même chose, on soumet finalement sa santé, etc., à l'autre, alors que la première personne concernée, c'est nous-mêmes, quoi. Exactement, c'est un recentrage sur soi, C'est ça. comme tu le décris très bien, qui nous permet de redevenir autrice ou auteur, actrice ou acteur de nos existences. Et déjà ça, c'est une guérison. Parce Totalement. que au-delà de toutes ces questions de maladies graves, ce que j'ai découvert, c'est que l'intuition va nous aider aussi dans des relations toxiques. Tu vas peut-être pouvoir nous donner un exemple. Ouais. Ou dans un travail qui ne nous correspond pas, c'est-à-dire même dans des choses qui sont moins graves, mais qui relèvent peut-être, on va dire, d'un équilibre personnel plus que de la santé, encore que tout est lié. Encore tout est lié parce que ça a des conséquences sur notre santé. Si tu regardes, quand on est dans des situations qui nous rongent de l'intérieur, ça peut déboucher en maladie. Donc c'est lié finalement. Enfin, je suis désolée, je te coupe, mais c'est ce qui me vient. Je me dis, il y a vraiment un lien, Non, non, quoi. mais justement, vas-y, parce que toi, tu as des bons exemples de ce que Ouais. tu as vécu. Non, mais c'est vrai parce que je me dis, je pense, tu vois, enfin, à ce que j'ai pu vivre. Bon, c'est marrant, c'est pas forcément les parties les plus représentatives de mon métier, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de garde à vue. Moi, j'aimais bien parce que justement, il y avait, j'allais dire, j'étais au contact vraiment du vivant. Mais Mm. là, je voyais aussi tout ce que tu pouvais vivre. Enfin, tu as tout, bah justement, là, on revient aux émotions, toutes ces émotions qu'on n'exprimait pas. Et du coup, j'allais dire, ça se projetait dans les actes que les gens pouvaient faire. Donc, c'était triste. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est là où je me dis, en fait, finalement, on peut se rendre vraiment malade, en fait. D'un point de vue, à la base, c'est émotionnel, mais après, ça peut dévier. Je pense notamment, tu vois, ce qui me vient, c'est les gens qui ont des accès de colère, de violence, etc. Alors qu'en réalité, c'est souvent de la colère compressée, mais depuis des années, des années, des années. Et du coup, ça devient des gens violents. Mais en fait, à la base, c'est pas forcément le cas. Tout à fait, tout à fait. Et des colères accumulées, mais aussi des peurs. Oui, La c'est vrai. peur peut rendre violent. C'est-à-dire que Exact. quand on ne sait pas comment faire face à une peur qui en plus est inconsciente, des personnes qui deviennent violentes dans ces cas-là. Et effectivement, nos intuitions sont là pour nous aider à ne pas nous rendre malades, avant même de tomber malade, à ne pas nous Exactement. rendre malades dans le sens de se mettre la rate tout courbouillon, de se faire du souci, de ne plus dormir, de s'angoisser, Mhm. de, de, de perdre son temps aussi dans des relations toxiques où on est toujours là à excuser l'autre, pour lui trouver des C'est ça. explications, alors que notre intuition est parfois, comme on le disait au début, notre corps crie que ça ne va pas, un énorme mal de ventre, des indigestions, mal au dos, la nuque qui se coince, toutes sortes de choses, des maux de tête, toutes sortes de choses qui viennent nous dire que ça ne va pas, cette relation-là n'est pas bonne pour nous, ce travail n'est pas bon pour nous. Et je pense aussi, quand tu vis une relation toxique, tu peux aussi être dissocié. C'est-à-dire qu'en fait, tu vis la situation, mais c'est comme si c'était pas toi qui la vivais. Donc, en fait, tu es comme coupé. Et c'est affreux parce qu'en fait, au final, bah, ta vie continue, mais en fait, c'est comme si quelque part, tu étais figé dans le temps. Et ça aussi, c'est extrêmement néfaste. Et là, de nouveau, le problème de ces situations-là, c'est que là, on n'a plus accès du tout aux intuitions pour le coup, parce qu'en fait, on est tellement coupé, congelé sur place, qu'en fait, ben, on vit, mais c'est comme si on était un petit peu, c'est un peu marquant comme image qui me vient, mais comme si on était sous aspirateur artificielle en fait. Et ça, c'est très. Et pour le coup, il y a quand même. Je pense notamment, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai eue récemment avec une amie. On parlait de la violence et on parle beaucoup de la violence physique, mais il y a aussi toute la violence morale en fait, psychologique. Et celle-ci, elle est aussi extrêmement grave. Et en fait, on n'en parle pas assez, je trouve. Et ça, je Oui. trouve que c'est important aussi qu'on en parle. Et ça concerne les femmes, mais aussi les hommes. Hein, pour le coup, là, je pense que ça peut arriver à tout le monde.
Oui, 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 c'est très important parce que toutes les situations que tu décris de toxicité dans la relation, de violence physique, mais aussi morale, elles sont tellement nombreuses et certaines violences morales sont aussi très insidieuses et invisibles, Totalement. nous dissocient, nous coupent de nous-mêmes, de notre corps parce que c'est une défense radicale qui nous permet de survivre dans des situations impossibles, invivables et qu'à ce moment-là, effectivement, nous n'avons plus accès à notre émotion ou à nos émotions, mais aussi à nos intuitions, pardon, Mm. et que c'est justement le malaise du corps ou la maladie qui vont venir nous réveiller ou alors un ami, une amie qui nous dit là ça va pas du tout, mais quelque chose de fort qui va venir nous réveiller pour qu'on puisse sortir de ces situations, de ces enlisements. Et en fait, finalement, si je résume un petit peu notre échange, je me dis finalement, c'est vraiment une invitation à revenir à son corps, parce que parfois, effectivement, comme tu dis, on n'a plus accès, mais du coup, son corps, en fait, finalement, il est toujours là, soit par la manifestation de douleur, soit aussi de non-douleur, parce que je me dis, il y a peut-être des fois aussi, on ne sent rien, mais ça peut être aussi un Voilà, indicateur. exactement. Ouais. Et pour les personnes qui seraient vraiment très coupées d'elles-mêmes, parce que dans des situations très graves, de grande souffrance ou vraiment très éprouvantes, le fait de se faire masser ou de faire des soins, parfois, si elles ne veulent pas qu'on touche leur peau, le shiatsu, ça se fait sur les vêtements, où il y a des impositions des mains comme le reiki, le laoshi, des choses très simples, où on pose les mains, ou le magnétisme, on pose les mains sur le corps habillé. Ça permet de revenir au corps. Ça aide pendant cette heure qu'on s'offre de massage ou de soins, ça nous aide à retrouver notre corps. Et ça peut être très bon dans ces moments-là. Et comment peut-on apprivoiser du coup, septième sens? Alors, ce septième sens, je pense que on l'apprivoise déjà en l'aimant, en changeant. Alors, il y a des personnes qui sont intuitives, qui écoutent leurs intuitions, qui sont à l'aise avec les sensations ou les visions ou les flashs ou les impressions très subtiles et furtives. Bon, celles-là, finalement, elles ont gardé la proximité, la familiarité qu'elles avaient avec ce monde du subtil auquel elles étaient ouvertes quand elles étaient enfants. Donc il y en a. Mais la plupart d'entre nous, du fait d'une éducation rationnelle, d'une culture matérialiste, et puis de la dévalorisation, du discrédit de l'intuition, font que nous n'avons pas euh, gardé ce lien privilégié avec nos intuitions, et nous avons besoin simplement de euh, d'accepter que nous avons des intuitions, d'accepter que l'intuition sera toujours une surprise, elle sera étonnante, elle sera furtive, elle sera un signal faible, c'est pas quelque chose de tonitruant, c'est très ténu, euh, que ça va être surprenant aussi dans la forme. Telle sensation, c'est pas forcément la même sensation à chaque fois, que ça peut même être encore plus extravagant. C'est-à-dire, ça peut être simplement, comme je le disais, percevoir des vibrations ou des énergies qui émanent d'une personne ou dans l'air entre la personne et nous, dans une atmosphère, dans une pièce, euh, ou parfois des impressions très très vagues qui pourtant sont là. Alors certaines impressions ne vont pas du tout insister, elles vont venir qu'une fois, d'autres peuvent insister, surtout quand on habite un lieu qui ne nous convienne pas. Là, ça va insister. Mais quoi qu'il en soit, c'est de retrouver cette curiosité et ce goût de l'aventure. Parce que c'est comme si, par rapport à l'intuition, pour l'apprivoiser, nous sommes des exploratrices et des explorateurs de terres inconnues. Faut vraiment s'imaginer comme Christophe Colomb, voulant partir aux Indes, c'est-à-dire en Inde, et se retrouvant sur un nouveau continent. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout prévu ça, et on arrive sur une terre complètement inconnue, ben on y est, on va l'explorer. Et on risque d'être décontenancé, déconcerté, ce n'est pas habituel. Et c'est cette dynamique d'exploration, c'est comment dire, ce plaisir de l'aventure, de l'exploration qui va nous aider progressivement à accueillir nos intuitions, à nous familiariser avec nos intuitions et à devenir, comment dire, en amitié, être en amour ou en amitié avec notre intuition, qui nous veut le plus grand bien. Et c'est vrai que ce qui me vient, c'est marrant, c'est pas vraiment, enfin, c'est
peut-être directement en lien avec l'intuition, mais mine de rien, cette notion d'exploration, comme tu dis, me parle beaucoup parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment commencé, bon, je pense que j'ai toujours été très curieuse et puis j'ai toujours questionné un petit peu mon point de vue. Je crois que ça, c'est intrinsèque à ma manière de fonctionner. Mais n'empêche, je crois que j'ai eu vraiment un point de, tu vois, un point, enfin une espèce de tournant dans ma vie. C'était la première séance d'hypnose que j'ai faite. Et pourquoi? Parce que à la fin de la séance, j'avais tellement mal partout, au point que l'hypnothérapeute s'est retrouvé un petit peu désarmé parce que, bah, en fait, c'était positif ce qui se passait. Mon corps se réveillait. Mais le souci, c'est que c'était extrêmement douloureux. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais cette pointe de curiosité où je me suis dit, tiens, ça fait mal, mais c'était pas dans le côté, j'ai encore envie de me faire mal. C'était pas du tout c'était pas du tout cet acabit, mais c'était plus ce côté en train de me dire, tiens, mais si mon corps a mal, il y a certainement quelque chose derrière. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, en fait. Eh bien, je te remercie vraiment très, très fort pour ce beau message que tu nous donnes. C'est un beau cadeau parce que justement, la douleur et la souffrance ne sont pas à fuir. Elles font partie, complètement partie, des signaux possibles des intuitions inconfortables. Et que plutôt que de prendre un des médicaments à la mode, je ne veux même pas citer tellement, on en vend des tonnes, pour faire passer la douleur. Non, cette douleur, c'est comme une émotion. La souffrance, c'est comme un sentiment ou une émotion. Ce sont des informations qui sont là pour nous révéler quelque chose d'important sur nous ou sur une situation que nous vivons. Et s'il y a de la douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est Totalement. pas du tout une complaisance par rapport à la souffrance, c'est pas du tout du masochisme. Quelle idée! Ce serait d'interpréter ça comme ça, ce serait complètement à côté de la plaque, complètement erroné, et puis même, je trouve, bizarrement orienté. Mm. Au contraire, le fait que le corps se réveille, donc la sensibilité se réveille, C'est ça. donc notre accès à notre sensibilité se réactive. C'est comme si, c'est ça aussi la conscience élargie. C'est Mm. pas seulement la transe chamanique, bien sûr. Il y a la transe chamanique, il y a la transe hypnotique, il y a tout ce qu'on peut obtenir dans certaines formes de visualisation, de méditation, de respiration, etc. Et tout ça est fabuleux, hein, c'est très très bien. Mais il y a aussi tout simplement, grâce à une séance, quelle que soit l'approche et la méthode, la possibilité de retrouver la sensibilité qu'on avait anesthésiée, qu'on avait émoussée, et donc des sensations qui étaient parties auxquelles on n'avait plus accès. Et ça, je crois que c'est un miracle. C'est-à-dire quand on reprend possession de notre corps, eh bien, il peut y avoir des sensations très agréables, mais aussi des sensations très désagréables. Ça fait partie du processus. Ouais, totalement. Et tu vois, c'est l'autre chose qui me vient, parce que c'est vrai que justement, au fur et à mesure, tu vois, je me suis réapproprié, j'allais dire, les sensations de mon corps et donc, du coup, mes émotions qui y sont associées. Et tu vois, il y a quelque chose que j'ai développé et je pense à, un échange qu'on a pu avoir il y a quelques temps maintenant, mais sur cette notion, tu sais, de revenir en soi et de prendre le temps d'écouter ce qui se passe en soi. Et moi, par exemple, il y a quelque chose que j'ai développé avec le temps, c'est de prendre justement des temps où tu reviens en toi, tu laisses en fait faire un processus. Et en fait, si tu regardes, c'est comme si le corps, il allait s'auto-réguler en fait. Tu vas juste écouter ce qui se passe. Parfois, il se passe rien. Parfois, il se passe plein de choses. Euh, Peu importe. Et le but, c'est pas d'avoir une attente, c'est juste de prendre le temps de se dire, tiens, aujourd'hui, ce qu'on pourrait entendre, bon, j'aime pas trop moi ça, mais ce qu'on entend parfois dans le coaching, quelle est ta météo intérieure? Bah, c'est un peu ça. C'est comment je me sens à l'intérieur de moi. Et tiens, je laisse émerger ce qui vient. Et comme tu dis, l'agréable, mais aussi le désagréable. Et c'est pas grave, en fait. Au contraire, c'est libérateur derrière. Exactement. Et depuis 3 ans, je me forme à de nouvelles méthodes thérapeutiques anglo-saxonnes, donc le focusing et la somatic experiencing notamment. Et dans ces deux approches que j'utilise de plus en plus dans mes séances avec mes patientes et mes patients, on fait des pauses exactement comme ce que tu décris, que tu as trouvé intuitivement. Donc la preuve Mm. que l'intuition nous veut du bien et qu'elle nous mène toujours là où c'est bon pour nous. Et que dans ces pauses, on va laisser le corps exprimer ce qu'il a à exprimer. Et ça permet une prise de conscience plus approfondie de ce que l'on ressent Mm. par rapport à telle ou telle situation, mais aussi ça permet au système nerveux autonome, celui auquel on n'a pas accès par la volonté et la conscience vigile, ça permet au système nerveux autonome de se réguler
naturellement, spontanément. Donc, ce que tu décris est tout à fait juste. Merci. Ouais, c'est vrai que je pense par rapport au système nerveux justement c'est justement selon l'état comment où on se trouve, c'est ce qui va dépendre justement de nos pensées, enfin voilà ce qui se passe, j'allais dire notre état émotionnel. Et c'est vrai que ça c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. Donc je rebondis juste dessus, mais c'est la chose ce qui me vient, bon, qui est un petit peu hors propos, mais je le dis quand même. C'est, tu sais, ce qu'on entend aussi souvent, qu'il faut penser positif, il faut, enfin, ces injonctions. Et en fait, si tu regardes, tout est lié justement à notre système nerveux, et qu'on a beau faire ce qu'on veut, d'où l'importance de revenir en soi, parce que c'est ça qui va permettre de faire émerger des idées nouvelles, des sensations nouvelles, Exactement. et pas des injonctions extérieures. Exactement. Quelles que soient les bonnes Oui, intentions de ces bien injonctions. évidemment. Mais ça fonctionne pas dans ces cas-là. Et ça me fait penser à un très beau livre qui s'appelle Le visage de nos colères de Sophie Galabru, qui montre page après page à quel point c'est important d'exprimer nos colères et les émotions qui sont mal vues dans la société. Peur, honte, colère, rage, gêne, etc. Et notamment les colères, parce que c'est vrai que ça ne va pas avec les injonctions de la pensée positive, mais quand on a exprimé nos colères, on va beaucoup mieux après. On ne développe pas de maladie enquistée, et surtout, on s'est rendu compte que la personne qui exprime vraiment sa colère jusqu'au bout, notamment dans une séance de thérapie, elle ne va pas détester celui ou celle qui la met en colère. Elle va être en colère contre cette personne pour telle raison, dans telle situation. Et ça permet justement de désarimer la personne qui peut avoir ses qualités, Mhm. ses défauts, mais qui n'est pas en cause fondamentalement, et son acte qui, lui, n'est pas bon, Exactement. n'est pas correct, n'est pas respectueux, et nous met en colère. Donc ça, je trouve ça aussi fabuleux, cette justesse, cette justice que ça permet. Et je rebondirais, alors là, c'est un sujet qui me touche, donc forcément, ça me parle beaucoup. C'est aussi, je reviens à l'histoire de ma médiation, parce qu'en fait, tu vois, ce que j'ai remarqué aussi, quand on soumet la décision au juge, même si on a gagné, si tu n'as pas justement réglé cette colère qui peut se passer, enfin, qui peut être en arrière-fond, qu'on n'entend pas forcément, en fait, on n'est pas forcément conscient. Parfois, on peut avoir gagné, et en fait, on a encore ce sentiment de la page, elle est pas tournée, quoi. Et justement, d'où l'intérêt, et ça c'est très juste, d'aller justement visiter ce qu'on a sur le cœur, et faire la part des choses entre justement l'acte que la personne justement qui nous a, voilà ce qui s'est passé, enfin ce que ça a occasionné chez nous, mais ça permet justement j'allais dire, de gagner en discernement sur la situation, et de pas faire un amalgame en fait. Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant parce que ça libère, C'est ça. le fait d'exprimer vraiment sa colère Mm. jusqu'au bout libère autant la personne en colère que l'autre Mm. personne, c'est-à-dire que ça libère la relation. Totalement. Et du coup, les relations sont beaucoup plus saines et harmonieuses. Exactement, ce qui ne veut pas dire qu'on a envie de rester en relation avec Ah quelqu'un qui nous a non, fait du bien mal. Mais évidemment. Mais, voilà, mais mais on va pas le détester ou la détester pour autant. et ça va permettre de clore le chapitre, en fait, parce que parfois, ça arrive que la Exactement. relation s'arrête, et c'est pas grave. Mais Et simplement, on c'est pas n'aura grave. plus cette rancœur, ces non-dits qu'on a gardés en soi, et qui peut être source de maladie. De maladie, Ouais, tout à fait. totalement. Et quel serait ton mot de la fin? Alors, j'aimerais redire à quel point l'intuition est notre allié, à quel point nos intuitions sont fondamentales et essentielles pour nous, elles sont vitales, à quel point ce serait bon un peu dans tous les, c'est la suite de tous les podcasts qu'on a enregistrés ensemble et je t'en remercie, à quel point il est bon de valoriser, accueillir, développer notre sensibilité, car c'est elle, dans sa globalité, dans sa globalité humaine, qui nous permet justement d'apprivoiser nos intuitions, de les accueillir, de les écouter, d'en tenir compte, d'œuvrer avec elles, et de redire aussi à quel point nous avons de merveilleuses capacités de compréhension, d'évolution et d'auto-guérison, ou en tout cas de retour à l'équilibre, même s'il n'y a pas de maladie, et que ces capacités-là, elles sont en chacune et chacun de nous, autant que notre intuition, et que vraiment nous avons tout intérêt à, à développer ces capacités fondamentales de nous, chacune et chacun de nous humains, parce que on vit mieux. On vit mieux de soi à soi, on vit mieux de soi à l'autre, on vit mieux de soi à la nature, on vit tout mieux. Je crois que ça nous aide à ralentir le rythme
dans une période où tout s'accélère, eh bien, être à l'écoute de son corps, de ses intuitions, de sa sensibilité, ça permet de ralentir et de trouver son bon rythme ce jour-là ou à ce moment-là. Et puis, je crois, alors je me disais ça en marchant tout à l'heure, en pensant à notre entretien à venir, quand on est vraiment en lien avec soi, avec son corps, avec sa sensibilité, on est dans une compassion ou une empathie naturelle. Quelque chose qui n'est pas forcé parce qu'on sait que c'est bien d'être empathique ou parce qu'on sait qu'il Ah, faut être bienveillant, ça marche pas non ah, plus. mais alors là, totalement d'accord avec Mais toi, ouais. voilà, c'est Ouais. ça. Plutôt que de se forcer à être un peu prude ou tartuffe ou faire parce que c'est bien vu revenons à notre corps, à notre sensibilité, à là où nous en sommes aujourd'hui, et à nos capacités du moment, à ce qui est bon pour nous. Et naturellement, dans les situations qui requièrent une écoute particulière ou une solidarité ou une empathie, ça va venir naturellement parce qu'on est connecté à notre corps, à notre sensibilité, à nos intuitions, à notre cœur, en fait. Et c'est vrai que je rebondis juste sur ce point aussi, c'est cette notion de faire de l'espace. En fait, quand tu fais de l'espace à l'intérieur de toi, ben, du coup, tu peux accueillir les autres, tu peux accueillir ce qui t'entoure, ton environnement, etc. Alors qu'au contraire, quand il y a pas, tu prends pas ce temps, bah, du coup, ça s'accumule, donc il y a plus de place. Et du coup, bah, comment tu veux avoir des relations? Je prends même l'exemple de l'écoute, en fait. Il y a des gens, ils ne s'écoutent pas, mais en fait, ils ne s'écoutent pas parce que bah, il y a pas d'espace. Donc, à un moment donné, on prend un temps mort, chacun, et ça y est, le dialogue enfin, se réinstaure. Et en fait, dans tout, c'est comme ça. Et ça me semble effectivement important voilà, de revenir en soi pour créer de l'espace. Et du coup, là, ça circule un peu plus. Oui, et c'est très beau la façon dont tu l'as décrit, c'est très juste et c'est très beau parce que tu as parlé d'espace et de temps. Prendre le temps nous donne de l'espace, se donner ce temps-là crée de l'espace en nous. Et après, tu parles de mouvement, c'est-à-dire que si je me donne du temps, je crée en moi un espace et la vie reprend son cours. Je suis Ouais. dans mon mouvement. Et tout ça est fondamentalement lié à l'intuition, finalement. Et c'est ça aussi l'élargissement de la conscience. C'est pas forcément un truc compliqué. On n'a pas forcément besoin de boire de l'ayahuasca. On peut si on a envie, hein. Mais je veux dire, au jour le jour, on peut tout simplement se donner du temps pour créer cet espace en soi, laisser la vie circuler et la conscience va être plus ouverte, elle va être plus large, elle va être. On peut même contacter l'infini en soi et chez les autres. Et là, il y a de la place pour nos intuitions, il y a de la place pour tout ce qui vient nous informer des situations que nous sommes en train de vivre. Et je trouve que là, on est dans une espèce de merveille de la vie, Mhm. de merveille de la présence au monde, de notre présence au monde. C'est vrai, et je pense que c'est là où tu intègres vraiment, parce que je prends l'exemple, je vais juste rebondir sur ça, sur la bienveillance. Quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est que les gens se disent souvent, oui, je suis bienveillant, etc. Et en fait, si tu observes, sans les juger, hein, mais il y aura parfois des fois où il y aura des actes, on dira, mais c'est pas vraiment des actes bienveillants, en fait. Et pourtant, ces personnes-là se disent bienveillantes. Et ça, j'en ai été victime. Donc, du coup, je le vois. Bon, après, j'ai pas pris comme une, voilà, je me suis pas victimisée là-dedans, mais j'ai pu le constater. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah, d'où l'importance bah, de créer. En fait, quand on crée de l'espace, eh Oui, ben, en fait, c'est là où, j'allais dire, intrinsèquement, on va vraiment devenir bienveillant. Moi, je me rends compte que plus j'ai fait ce travail sur moi, etc., bah, plus, en fait, je suis beaucoup plus à l'écoute des autres. Et là, je suis beaucoup plus bienveillante. Alors que si ça se trouve, il y a quelques années auparavant, j'étais peut-être pas autant, ou pas autant à l'écoute. oui. Euh, Alors, je rebondis aussi parce que c'est très important quand on se dit, moi j'ai eu ce travers-là, en tout cas dans ma relation avec moi-même, quand on se dit bienveillant ou bienveillante, on ne l'est pas encore. mm, En fait, c'est comme si on avait ce projet, ce programme. oui, Alors, soit on a un projet authentique et sincère, soit, et là non plus je ne juge pas, c'est un programme parce que on nous dit que la bienveillance c'est important, que c'est bien, donc on veut être bien. Et c'est on ça. se rajoute ce programme à d'autres programmes qu'on a déjà et ça fait beaucoup. Alors que, comme tu l'as très bien décrit, c'est pas en le déclarant, ni même en le voulant que ça se passe. C'est dans une meilleure relation avec nous-mêmes, dans ce plus grande écoute, ce plus grand respect, cette plus grande compassion envers soi-même, que Exactement. petit à petit, quand c'est possible pour nous, nous allons faire preuve d'empathie, de compassion, de bienveillance.
Et comme nous sommes toutes imparfaites et tous imparfaits, il y a des moments où on n'est pas empathique ou pas bienveillant. Et c'est pas forcément qu'on n'a pas voulu l'être, on n'a pas pu, ça ne s'est pas passé comme ça, et on chemine. Exactement. Et c'est comme le jugement. Si tu regardes, j'ai remarqué que c'est pareil, on peut être très jugeant ou moins jugeant, mais ça dépend aussi de nouveau de ce qui se passe en nous. Et il y a des fois, même si moi je prends l'exemple, je suis quelqu'un, c'est vrai que le jugement, ben voilà, j'ai vu quand même une évolution ces dernières années. Il m'arrive encore de juger et bon, bah, c'est pas grave. Et comme tu dis, on chemine en fait. Mais c'est important ce que tu dis, le fait qu'on ne se déclare pas en fait. On l'est ou on l'est pas et on l'est selon les circonstances aussi. Et c'est ça ce qui est beau dans la vie. Selon les circonstances et selon notre disponibilité intérieure, en fait. Totalement. En fait, c'est plus ça d'ailleurs que les circonstances, parce qu'en fait, les circonstances font que notre état intérieur varie et effectivement, c'est notre état intérieur, totalement. Très juste. En tout cas, un très, très grand merci pour notre échange, Valérie. C'était vraiment un plaisir. Merci. C'est chaque fois une immense joie de parler avec toi, de chercher avec toi. C'est beau et c'est bon. Merci. Merci à toi. Et en tout cas, j'invite les auditeurs à découvrir dans ton nouvel ouvrage les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition, donc qui vient de paraître aux éditions Larousse. Il y aura de toute façon le lien sous cet épisode. Merci Sophie. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt!